Ce cheval avait tué 2 dresseurs. Il n'avait jamais baissé la tête devant personne, pas même devant le chef de la mafia, qui en était le propriétaire. Mais cette nuit-là, au milieu d'une fête somptueuse organisée par l'élite de New York, il s'est soudainement agenouillé devant une serveuse. Une jeune fille dont les mains sentaient encore le vin qui venait d'être renversé sur elle. La salle entière s'est figée, comme sous un sortilège. Les milliardaires ont retenu leur souffle. Les tueurs à gages ont oublié qu'ils tenaient des armes. Et le chef de la mafia le plus puissant de la ville, l'homme surnommé l'architecte car rien n'échappait jamais à son contrôle, pour la première fois de sa vie, est resté figé, ne sachant que faire. Il s'est avancé. Le cheval a émis un grognement d'avertissement, même envers son propre maître, comme s'il protégeait cette fille de tout le monde, y compris de lui. Était-ce un instinct animal, un avertissement d'une force inconnue? Ou était-ce le destin qui frappait à la porte, attirant 2 personnes de mondes complètement différents vers un même point? Qui était cette fille? Pourquoi le cheval l'avait-il choisie? Et quel secret se cachait dans son passé? Un secret qui, une fois que le chef de la mafia commencerait à creuser, secouerait toute la pègre de New York. Alors que les rumeurs se répandent, que les ennemis commencent leur chasse, que son empire tout entier ne tient qu'à un fil, le chef protégera-t-il la fille que son cheval a choisie? Ou détruira-t-il tous ceux qui osent poser des questions? L'histoire commence ici. Si vous aimez les histoires de mystère, de pouvoir et d'amour prédestinés, appuyez sur le bouton J'aime pour nous soutenir. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer le prochain épisode. Et si vous avez un ami qui aime les drames autant que vous, partagez cette vidéo avec lui dès maintenant. Ren se tenait devant le miroir de son appartement exigu, vêtu de son uniforme de serveuse noire, une chemise blanche, un tablier noir, ses cheveux attachés en un chignon soigné à la nuque. Elle a regardé ses propres yeux dans le miroir et n'a rien vu du tout. Une décennie s'était écoulée. C'était une vie assez longue pour apprendre à se transformer en fantôme au milieu d'une foule, assez longue pour oublier ce que cela faisait d'être vraiment vu par quelqu'un, et assez longue pour nourrir le feu qui couvait lentement dans sa poitrine sans que personne ne sache qu'il était là. Elle se souvenait de la nuit où tout s'était effondré. 10 ans plus tôt, elle avait 17 ans et se préparait pour son bal de fin d'année dans l'école privée la plus prestigieuse de New York. Son père, Harrison Calloway, était le directeur financier d'une grande entreprise. Il vivait dans un manoir, avait des domestiques, avait un avenir déjà tracé pour eux en lettres d'or. Puis une nuit, la police est arrivée. Des menottes, le son des pleurs de sa mère, le son de son père disant « Tout ira bien, ma chérie, c'est un malentendu ». Mais tout n'allait pas bien. Il a été accusé à tort de détournement de fonds et 6 mois plus tard, il est mort en prison. Ils ont dit que c'était un suicide. Ren n'y a pas cru. Elle n'y avait jamais cru. Sa mère s'est effondrée après ça. Elle est partie avec un autre homme, abandonnant Ren et Micah, son jeune frère, à leur sort. Micah n'avait que 14 ans à l'époque. Ils se sont accrochés l'un à l'autre pendant 7 ans. Puis, il y a 3 ans, Micah a disparu lui aussi. Il a dit qu'il avait trouvé une piste sur la mort de leur père. Il a dit qu'il reviendrait. Il n'est jamais revenu. Ren avait cherché partout. Et elle savait que Micah ne l'avait pas abandonné. Soit il était retenu quelque part, soit il n'était plus en vie. Et elle savait qui était derrière tout ça. Preston Whitmore, le roi de la finance clandestine qui avait tout volé à sa famille. Elle l'observait depuis 2 ans, mémorisant ses habitudes, sachant où il allait, qui il rencontrait, ce qu'il mangeait. Et elle savait que ce soir, il serait à l'enchère noire, la vente aux enchères clandestines de l'élite financière qui se tenait à la tour Obsidian. 6 mois plus tôt, elle s'était fait embaucher par une entreprise de traiteurs qui servait des événements haut de gamme. Elle travaillait dur, restait silencieuse, ne se faisait pas d'amis, elle attendait simplement. Et ce soir, l'occasion s'était présentée. Ren se regarda une dernière fois dans le miroir. Elle ne portait pas d'armes, elle n'avait aucun plan pour une vengeance sanglante. Elle n'était pas assez sotte pour croire qu'une serveuse pouvait faire tomber l'un des hommes les plus puissants de New York. Elle avait seulement besoin d'observer, de trouver un indice sur Micah ou n'importe quoi qui pourrait être utile plus tard. Survivre d'abord, se venger après. 10 ans lui avaient bien appris cette leçon. Elle sortit de l'appartement, descendit l'escalier sombre et rejoignit la rue où attendait la camionnette de l'entreprise de traiteurs. La nuit new-yorkaise était assez froide pour couper la peau,
le vent tranchant les rues comme une lame invisible. Elle monta dans la camionnette et s'assit à côté des autres membres du personnel, et personne ne lui adressa la parole. Elle aimait ça. La camionnette traversa la ville, passant devant des blocs de lumière scintillants, devant des coins sombres que la clarté n'atteignait pas. Enfin, elle s'arrêta. Ren regarda par la fenêtre et vit la tour Obsidian, 88 étages d'acier et de verre noir découpant le ciel nocturne comme une lame colossale. Le sommet de la tour disparaissait dans les nuages, comme s'il n'appartenait pas au monde des gens ordinaires. La vérité, c'est qu'il n'y appartenait pas. Elle descendit avec les autres membres du personnel et entra par la porte arrière réservée aux employés de service. Le hall principal du bâtiment brillait de 1000 feux, mais ils ne passèrent pas par là. Ils se déplacèrent dans des couloirs étroits, des monte-charges, les chemins cachés que les invités ne voyaient jamais. Ren passa la ligne de sécurité sans que personne ne la regardât 2 fois. Elle avait appris à devenir invisible. C'était la compétence de survie des gens qui n'avaient pas le droit d'être vus. Elle entra dans l'ascenseur avec 3 autres employés. Le bouton illuminé indiquait « Étage 88 ». L'ascenseur commença à monter en douceur et rapidement. Ren sentit la pression changer dans ses oreilles, comme si elle montait dans un autre monde. Dans son esprit, l'image de Preston Whitmore prit forme. Le faux sourire, la main qui avait signé les papiers qui avaient détruit son père. La voix qui avait donné des ordres aux hommes qui avaient fait le sale travail. Ce soir, elle serait dans la même pièce que lui. Elle lui verserait son vin, et il ne saurait pas que la fille de l'homme qui l'avait ruiné se tenait juste en face de lui. L'ascenseur s'arrêta, un carillon retentit, les portes s'ouvrirent lentement, et le monde des gens qui pouvaient acheter une ville entière se déploya sous ses yeux. Une lumière dorée et chaude, une légère mélodie de musique classique, l'odeur de parfums chers et de vins rares, des costumes sur mesure et des robes de soirée scintillantes. Ren prit une profonde inspiration, puis elle sortit de l'ascenseur, se fondant dans le flot de serveurs qui se déplaçaient comme des ombres à travers la foule des puissants. Elle ne savait pas que ce soir, tout allait changer. Elle ne savait pas que quelque part dans cette pièce, un cheval noir attendait et qu'il la choisirait. Le penthouse du 88e étage s'ouvrait devant Ren comme un autre monde. Une lumière dorée et chaude chatoyait sur des œuvres d'art valant des millions de dollars, tandis que l'odeur de vin rare se mêlait à des parfums coûteux pour créer une atmosphère qu'elle n'avait jamais respirée auparavant. L'espace était vaste, mais l'air semblait lourd, comme si toute la pièce retenait son souffle en attendant que quelque chose se produise. Ce n'était pas une fête, c'était une arène, un lieu où les prédateurs se revêtaient du costume de la civilisation et attendaient que leur proie fasse un seul faux pas. Ren tenait un plateau d'argent et se déplaçait parmi les invités comme une ombre. Elle avait appris à ne regarder personne directement dans les yeux, à ne pas s'attarder trop longtemps au même endroit, à ne rien faire qui pourrait amener les gens à se souvenir de son existence. Elle balaya la pièce du regard, cherchant Preston Whitmore dans la foule. Mais avant de pouvoir le trouver, elle sentit que quelque chose dans l'air changeait. Les conversations devinrent soudainement plus calmes. Les sourires se crispèrent, les épaules se redressèrent. C'était comme si une force invisible attirait toute la pièce dans une seule direction. Ren suivit cette attraction et le vit. Ashton Graves n'est pas entré dans la pièce. C'était comme s'il avait toujours été là et que la pièce tournait simplement autour de lui comme les planètes tournent autour du Soleil. Il se tenait près de la baie vitrée qui donnait sur la ville, un verre de vin dans une main, l'autre dans la poche de son pantalon. Son costume 3 pièces noires lui allait comme s'il avait été taillé sur lui, et ses cheveux sombres étaient coiffés en arrière pour révéler un front haut et une ligne de cheveux aussi nette qu'une lame. Mais ce qui attira l'attention de Ren n'était pas son apparence. C'était la façon dont tout le monde réagissait. Un homme d'affaires qui passait baissa la voix sans même s'en rendre compte. Une femme de la haute société qui riait bruyamment se tut soudainement, son sourire se figeant sur ses lèvres. 2 hommes qui se disputaient à propos d'un accord s'arrêtèrent au milieu de leur conversation et le regardèrent comme pour se demander s'il avait entendu. Ren avait déjà vu le pouvoir. Elle savait que Preston Whitmore avait du pouvoir, mais c'était différent. Preston Whitmore avait du pouvoir grâce à l'argent, aux relations, aux secrets qu'il détenait. Ashton Graves avait du pouvoir parce qu'il était Ashton Graves. Aucune explication nécessaire, aucune preuve requise. Il lui suffisait d'exister.
Elle surprit un murmure de deux invités se tenant à proximité. Ils l'appelaient l'architecte, non pas parce qu'il construisait des bâtiments, mais parce que sa façon de construire et de détruire tout était précise jusqu'au moindre détail. Pas d'erreur, pas d'accident. Tout était conforme à son plan. Wren l'étudia plus attentivement. Ses yeux étaient gris cendre, le genre de couleur qui ne trahit rien, le genre qui rendait impossible de savoir ce qu'il pensait, ou depuis combien de temps il avait décidé du sort de quelqu'un d'autre sans que cette personne ne le sache jamais. Une légère cicatrice courait de sa tempe gauche à sa pommette, un souvenir d'un passé sur lequel personne dans cette pièce n'oserait probablement poser de questions. Il ne souriait pas, il ne fronçait pas les sourcils. Son visage semblait avoir été taillé dans la pierre, ne révélant absolument rien, et c'était peut-être la chose la plus effrayante à son sujet. Puis, Wren vit Preston Whitmore. Il se dirigeait vers Ashton Graves, emmenant avec lui une jeune femme que Wren devina être sa fille. La jeune fille portait une robe de soirée rouge, ses cheveux blonds bouclés, son sourire aussi éclatant que si elle était le cadeau le plus précieux de la pièce. Et c'était peut-être exactement ainsi que Preston voulait que les autres la voient. Wren resta immobile et regarda. 10 ans depuis que Preston Whitmore avait détruit sa famille. Il était toujours bien nourri, toujours rougeau et prospère, riant toujours comme si la vie ne l'avait jamais touché, vivant toujours comme s'il n'avait jamais envoyé un homme innocent en prison, jamais brisé une famille, jamais causé la disparition d'un garçon de 21 ans. La prise de Wren se resserra sur le plateau d'argent jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Mais son visage ne changea pas. Elle avait répété cela 1000 fois. Cacher le sentiment, ravaler la colère. Attendre. Pas encore, se dit-elle. Observe. Attends. Preston disait quelque chose à Ashton Graves. Wren ne pouvait pas entendre clairement, mais elle le vit faire un geste vers la fille en robe rouge, vit le sourire flatteur étiré sur ses lèvres, vit la façon dont il essayait de paraître amical et important en même temps. Une offre d'alliance, devina-t-elle. Et la fille était le cadeau qui l'accompagnait. Ashton Graves écoutait. Il ne hocha pas la tête. Il ne secoua pas la tête. Il n'avait pas l'air intéressé ou dégoûté. Il se tenait simplement là, son verre de vin à la main, ses yeux gris cendre posés sur Preston, comme s'il lisait chaque ligne écrite dans l'esprit de l'homme. Puis il dit 3 mots. Wren ne les entendit pas clairement, mais elle vit Preston se figer une seconde. Le sourire était toujours sur son visage, mais ses yeux avaient changé. Il ne savait pas s'il devait se sentir satisfait ou effrayé par la réponse qu'on venait de lui donner. Puis Preston baissa la tête, emmena sa fille et disparut dans la foule. Ashton Graves resta où il était, les regardant partir avec une expression qui ne révélait rien. Wren venait de commencer à se détourner pour continuer son travail quand elle entendit le murmure se propager dans la pièce. Les têtes se tournèrent vers la porte. Les conversations s'arrêtèrent à mi-chemin. Une vague d'excitation mêlée de peur se propagea dans le foule comme des ondulations sur une eau sombre. On faisait sortir Phantom. Wren entendit ce nom pour la première fois. Phantom, elle ne savait pas ce que c'était. Elle ne savait pas pourquoi toute la pièce s'était soudainement tendue comme un fil. Et elle ne savait certainement pas que le cheval portant ce nom allait changer son destin pour toujours. Wren continuait de se déplacer dans la pièce. Le plateau d'argent dans ses mains était alourdi par des verres de vin rouge. Elle essayait de garder ses distances avec Preston Whitmore, ne voulant pas qu'il la reconnaisse, même si elle savait que c'était presque impossible. Il y a 10 ans, elle n'avait que 17 ans, et maintenant elle en avait 27. Son visage avait changé, sa vie avait changé, et elle n'était qu'une des dizaines de serveuses anonymes dans cette pièce. Mais elle avait tort. Ce n'est pas Preston qui l'a reconnue. C'était quelqu'un d'autre. Sloane Whitmore passait par là, sa magnifique robe rouge balayant le sol en marbre, quand ses yeux se posèrent par hasard sur le badge nominatif épinglé sur la poitrine de Wren. Calloway. Les pas de Sloane s'arrêtèrent comme si elle venait de heurter un mur invisible. Ses yeux bleu pâle se plissèrent, passant du badge au visage de Wren, puis de nouveau au badge, comme si elle comme si elle essayait de rassembler des fragments de mémoire épars. Wren sentit ce regard comme un courant d'électricité parcourir sa colonne vertébrale. Elle connaissait Sloane. 15 ans plus tôt, elles avaient fréquenté la même prestigieuse école privée de New York. Wren Calloway, la fille du directeur financier Harrison Calloway, et Sloane Whitmore, la fille du roi de la finance Preston Whitmore.
Leur famille avait autrefois été égale, et les deux filles s'étaient assises dans la même salle de classe. Puis tout a changé. La famille Calloway s'est effondrée, et la famille Whitmore s'est élevée plus haut que jamais. Sloane se plaça devant Wren et lui barra le chemin. Le sourire sur ses lèvres était doux, mais ses yeux étaient aussi acérés qu'une lame. Calloway, dit-elle, sa voix assez forte pour que les gens autour d'eux l'entendent. Comme Harrison Calloway, le détourneur de fonds qui est mort en prison. Quelques têtes se tournèrent. Wren sentit les regards tomber sur elle comme de l'acide, rongeant chaque couche de peau, chaque couche de sang-froid qu'elle avait mis 10 longues années à construire. Elle resta immobile. Pendant 10 ans, elle avait entendu cette phrase des centaines de fois, de la part d'employeurs qui l'embauchaient puis la renvoyaient une fois qu'ils apprenaient qui elle était, de voisins dans des immeubles bon marché, d'étrangers qui voulaient seulement remuer le couteau dans la plaie des autres pour se sentir plus important. Elle savait comment l'avaler. Elle savait comment garder son visage impassible. Elle savait comment se transformer en pierre pour que des mots comme ceux-là glissent sur elle sans laisser de traces. Je ne fais que mon travail, dit-elle, sa voix calme. Si vous voulez bien m'excuser, je dois y aller. Sloane ne l'excusa pas. Au lieu de cela, elle prit un verre de vin rouge du plateau de Wren et le renversa légèrement, comme par accident. « Oh, je suis désolée, dit-elle, sa voix ne portant pas la moindre trace de regret. Le vin rouge se répandit sur la chemise blanche de Wren, s'étalant comme une blessure qui venait de commencer à saigner. Quelques rires étouffés s'élevèrent des invités à proximité. « Sachez rester à votre place, Calloway, » ajouta Sloane, sa voix douce comme du sucre, tandis que ses yeux restaient froids comme la glace. Wren baissa les yeux sur la tache sur sa chemise, puis attrapa calmement un chiffon. Elle ne dit rien. Elle était sur le point de se détourner, sur le point d'avaler l'humiliation une fois de plus, comme elle l'avait fait des centaines de fois auparavant. Mais Sloane n'avait pas fini. « Votre père est mort en prison comme un homme battu, » dit Sloane, sa voix assez forte pour que même les personnes plus éloignées l'entendent. « J'espère que vous ne suivrez pas ses traces. » Wren s'arrêta. 10 ans de silence, 10 ans de honte ravalée, 10 ans à baisser la tête, à se cacher, à attendre. Mais cette phrase sur son père, sur l'homme qu'il avait aimé sans condition, l'homme qui avait été accusé à tort et était mort sous le poids de cette injustice, c'était la limite finale. Elle se retourna. Ses yeux rencontrèrent ceux, bleu pâle, de Sloane, et elle ne sia pas. Autour d'eux, l'air s'épaissit, les rires discrets s'évanouirent. Tout le monde regardait maintenant, attendant de voir ce que la serveuse allait faire. « Mon père est mort parce qu'il a été piégé, » dit Wren, sa voix douce comme de la soie et tranchante comme une lame. « Votre père, en revanche, est toujours en vie. Il respire encore, il rit encore dans des fêtes comme celle-ci. Mais je me demande, dort-il bien la nuit? Ou reste-t-il éveillé nuit après nuit, se demandant quand la vérité finira par le rattraper? » Sloane devint pâle. Le doux sourire disparut, remplacé par le choc et la fureur. Personne, pas une seule personne en 28 ans, n'avait jamais osé lui parler de cette façon, et encore moins une serveuse. Wren n'attendit pas de réponse. Elle se retourna et s'éloigna, ses pas fermes, son dos droit, sa tête haute. Elle ne regarda pas en arrière. Elle n'en avait pas besoin. De l'autre côté de la pièce, Ashton Graves avait tout vu. Il ne se souciait pas de Sloane Whitmore. Les gens comme elle ne valaient pas une seconde de sa pensée. Il en avait rencontré des centaines comme elle, des gens nés dans la soie et les privilèges qui croyaient que cela leur donnait le droit d'écraser les autres sous leurs talons. Mais cette serveuse, cette fille avec le vin rouge étalé sur sa chemise blanche, il avait vu la façon dont elle se tenait pendant qu'on l'humiliait. Elle ne baissait pas la tête, elle ne tremblait pas, elle ne suppliait pas. Il avait vu la façon dont elle avait répondu. Pas de cris, pas de perte de contrôle, juste quelques mots calmes, et ils avaient suffi à laisser Sloane Whitmore sans voix. Et il avait vu la façon dont elle s'était éloignée. Elle n'avait pas couru. Elle ne s'était pas pressée, comme si elle ne craignait rien dans cette pièce. Pour la première fois cette nuit-là, quelque chose avait vraiment attiré l'attention d'Ashton Graves, et cela ne lui plaisait pas du tout. Le murmure commença à se propager dans la pièce, comme des ondulations à la surface d'un lac immobile. Les conversations s'arrêtèrent en plein milieu. Les têtes se tournèrent vers les grandes portes, et les yeux s'illuminèrent d'une excitation mêlée de peur. On faisait sortir Phantom. Wren entendit le nom s'élever de toutes parts, murmurer sur des tons qui portaient à la fois la révérence et la curiosité.
C'est la démonstration de pouvoir d'Ashton Graves, entendit-elle un invité dire à un autre. Le cheval sera ramené au domaine après ce soir. Mais d'abord, tout le monde doit le voir. Les grandes portes s'ouvrirent et Phantom entra. Le frison noir mesurait près d'1,80 m, avec une crinière aussi épaisse que la nuit elle-même qui tombait sur son cou. Des muscles ondulaient sous une robe brillante qui captait la lumière dorée de la pièce. Ses yeux étaient noirs comme un abîme, ne fixant personne, mais sa seule présence suffisait à faire reculer tout le monde. Les invités s'écartèrent de chaque côté comme l'eau devant la proue d'un navire, laissant un large passage pour le cheval et les deux palefreniers qui le menaient. Personne n'osait s'approcher. Personne n'osait tendre la main pour le toucher. Tout le monde avait entendu les histoires. Ce cheval avait mis à terre 2 dresseurs et les avait laissés si terrifiés qu'ils n'osaient plus jamais s'en approcher. Ils ne se soumettaient pas à l'argent, ne s'inclinaient pas devant le pouvoir, n'avaient peur de rien du tout. Ashton Graves était le seul homme qui pouvait le toucher, et même avec lui, le cheval ne le permettait que lorsqu'il le choisissait. Preston Whitmore se tenait près d'Ashton, ses yeux suivant Phantom, avec une cupidité non dissimulée. « Bel animal, dit-il, son ton essayant trop de paraître familier. Mais j'entends dire qu'il est assez difficile à dompter. » Ashton ne répondit pas. Il se tenait immobile, son verre de vin à la main, ses yeux suivant Phantom, comme s'il regardait une partie de lui-même. Le cheval était la seule chose dans sa vie qu'il ne contrôlait pas entièrement, et c'était peut-être exactement pour cela qu'il le respectait. Dans un monde où tout pouvait être acheté, Phantom était un rappel que certaines choses restaient encore hors de portée de l'argent. Dans un autre coin de la pièce, Sloane Whitmore regardait le cheval passer, mais son esprit n'était pas là. Elle pensait encore à l'humiliation qu'elle venait de subir, à la serveuse qui avait osé lui répondre devant tant de gens. Les joues de Sloane brûlaient encore de colère. Personne, pas une seule personne, n'avait jamais osé lui parler de cette façon, et elle n'allait pas laisser passer ça. Son regard balaya la pièce, cherchant Wren. Elle trouva la jeune fille debout dans un coin éloigné, portant toujours la tache de vin rouge sur sa chemise blanche, tenant toujours son plateau d'argent comme si de rien n'était. Puis les yeux de Sloane passèrent de Wren à Phantom, et une idée prit forme dans son esprit. Ce cheval était dangereux. Tout le monde le savait. Si quelqu'un se trouvait sur son chemin, si le cheval s'agitait, si un petit accident se produisait, alors ce ne serait pas la faute de Sloane. Ce serait simplement de la malchance. Et cette serveuse, la fille d'un détourneur de fonds, apprendrait la leçon qu'elle méritait. Sloane fit signe à un serviteur de s'approcher et lui murmura à l'oreille, ses yeux ne quittant jamais Wren. Elle désigna la jeune fille, puis le couloir latéral où Phantom passerait en se dirigeant vers le monte-charge. « Quand le cheval passera dans ce couloir, dit Sloane, sa voix douce comme le miel et froide comme la glace, assurez-vous qu'elle se trouve exactement au bon endroit. » Le serviteur hocha la tête et disparut dans la foule. Sloane sourit et porta son verre de vin à ses lèvres pour une gorgée. Wren Calloway n'oserait plus ouvrir la bouche après ce soir. Pendant ce temps, Wren ne savait rien du complot qui se tramait autour d'elle. Elle se tenait dans le coin de la pièce, essayant de sécher la tache de vin sur sa chemise avec une serviette en papier, mais ses yeux ne quittaient jamais Phantom. Le cheval se déplaçait dans la pièce, sa crinière noire se soulevant doucement à chaque pas, ses muscles roulant sous sa robe lisse. Tout le monde avait peur de lui. Tout le monde gardait ses distances, mais Wren n'avait pas peur. Étrangement, elle ressentait une parenté. Elle regardait le cheval et voyait une créature puissante traîner pour être exposée devant une foule, jugée, examinée, définie par des gens qui ne comprenaient rien à son sujet. Elle connaissait ce sentiment. Elle avait vécu avec ce sentiment pendant 10 ans. Un serviteur s'approcha d'elle et lui dit qu'on avait besoin d'elle dans le couloir latéral pour préparer les boissons pour la suite de l'événement. Wren hocha la tête, ne se doutant de rien. Elle posa son plateau d'argent et se dirigea vers le couloir latéral, ignorant que Phantom était conduit dans la même direction. Et de l'autre côté de la pièce, Sloane Whitmore souriait. Le silence s'étira. Pas un souffle, pas un son, comme si le monde entier s'était figé dans ce seul instant. Wren était agenouillée sur le sol du couloir, directement en face du cheval massif qui s'était abaissé devant elle. Phantom était toujours là, la tête baissée, ses yeux noirs comme un abîme fixés sur elle avec quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Ce n'était pas la sauvagerie dont tout le monde parlait. Ce n'était pas le danger qui faisait peur à tout le monde. C'était autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à de la paix.
Ren ne comprenait pas ce qui se passait. Elle ne comprenait pas pourquoi ce cheval, le cheval qui avait mis à terre deux dresseurs, le cheval que personne n'osait approcher, s'agenouillait devant elle comme si elle était celle qui l'avait attendue toute sa vie. Elle ne savait qu'une chose avec l'instinct le plus profond en elle. Ce cheval ne voulait pas lui faire de mal. Sa main trembla alors qu'elle l'attendait, lentement, prudemment, comme si elle avait peur de briser ce moment fragile. Ses doigts touchèrent le cou de Phantom et elle sentit la chaleur de sa peau, l'ondulation puissante du muscle en dessous, le rythme fort et régulier de son cœur. Le cheval ne tressaillit pas. Il ne se cabra pas. Il n'attaqua pas. Au lieu de cela, Phantom ferma les yeux. Sa respiration ralentit, s'approfondit, comme s'il laissait aller quelque chose qu'il avait porté pendant très longtemps, comme s'il avait trouvé quelque chose qu'il avait cherché pendant toutes les années passées. Tout va bien, murmura Ren, ne sachant pas pourquoi ces mots lui échappèrent. Je comprends. Et étrangement, elle comprenait vraiment. Elle comprenait ce que signifiait être isolée, jugée, crainte pour ce que les autres croyaient que vous étiez au lieu de qui vous étiez vraiment. Elle comprenait ce que signifiait être puissant, mais seul, féroce, mais aspirant à ce que quelqu'un vous voie vraiment. Le bruit de pas rompit le silence. Il marcha. Ren leva les yeux et vit Ashton Graves marcher vers eux. Sa démarche était mesurée, contrôlée, comme toujours. Son visage ne révélait rien, mais ses yeux étaient fixés sur la scène devant lui avec quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'incrédulité. Il était encore à 3 pas quand Phantom leva la tête. Le cheval émit un son sec, pas un hennissement ordinaire, mais un avertissement, bas et plein de menaces. Ses yeux noirs se fixèrent directement sur Ashton, son propriétaire, le seul homme qu'il avait jamais autorisé à le toucher. Et maintenant, il l'avertissait. « Ne t'approche pas d'elle. » Ashton s'arrêta. Pour la première fois de sa vie, Ashton Graves fut arrêté par son propre cheval. Phantom se leva lentement, grand et magnifique, puis se plaça entre lui et Ren comme un mur vivant. Le message ne pouvait pas être plus clair. Le cheval protégeait cette fille de tout le monde, même de son propriétaire. Ashton regarda Ren par-dessus l'épaule de Phantom. Ren le regarda de derrière le cheval. Des yeux gris cendre rencontrèrent des yeux ambrés, et quelque chose passa entre eux. Pas de l'amour, pas de la haine, de la reconnaissance, comme s'ils s'étaient déjà rencontrés quelque part, dans une autre vie, à l'intérieur d'un rêve oublié. Le murmure commença à s'élever derrière eux comme une vague. Les invités s'étaient maintenant pressés dans le couloir, se serrant les uns contre les autres pour assister à l'impossible. Qui est-elle? Pourquoi s'est-il agenouillé? Que vient-il de se passer? Ce cheval ne s'est jamais agenouillé pour personne, pas même pour Graves. Sloane Whitmore se tenait dans la foule, son visage blanc comme du papier. Son plan avait complètement échoué. Elle voulait que Ren soit blessé, humilié, renvoyé. Au lieu de cela, cette serveuse se trouvait maintenant au centre de l'attention de tous, gardée comme un trésor par le cheval le plus redouté de New York. Preston Whitmore se tenait à côté de sa fille, les sourcils froncés, les yeux calculateurs. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais les instincts d'un homme qui avait survécu pendant des années dans la pègre criaient déjà que quelque chose n'allait pas. Cette fille, pensa-t-il, qui est-elle? Un homme aux cheveux poivre et celle sortie de la foule, son expression vive et posée. Jonah Mercer, le bras droit d'Ashton Graves. Il fit signe à l'équipe de sécurité, sa voix claire et ne laissant aucune place à la résistance. Ramenez le cheval au transport. Quant à la fille, il regarda vers Ren. Gardez-la ici. Les gardes s'approchèrent prudemment, lentement, ne voulant pas provoquer Phantom. Le cheval leur permit de prendre les rênes. Mais avant d'être emmené, il se retourna pour regarder Ren. Des yeux noirs rencontrèrent des yeux ambrés, et à cet instant, quelque chose passa entre eux. Une promesse, une connexion, un fil invisible que personne d'autre ne pouvait voir, mais que tous deux pouvaient sentir. Puis Phantom tourna la tête et suivit les gardes, sa crinière noire se soulevant doucement à chaque pas, jusqu'à ce qu'il disparaisse au bout du couloir. Ren se tenait seul dans le couloir, entouré d'yeux curieux, d'yeux effrayés, d'yeux en colère, d'yeux avides. Sa main était encore chaude de l'endroit où elle avait touché le cou de Phantom. Son cœur battait encore la chamade dans sa poitrine. Elle ne savait pas ce qu'elle venait de faire. Elle ne savait pas pourquoi ce cheval l'avait choisi. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais elle savait d'une chose. Aussi sûrement que le soleil se lève à l'est,
que sa vie venait de changer pour toujours. L'enchère noire s'est terminée dans une sorte de chaos silencieux. Les invités ont commencé à partir plus tôt que prévu, mais personne ne voulait vraiment s'en aller. Ils s'attardaient dans le hall, se rassemblant en petits groupes, se chuchotant à l'oreille d'une voix pleine d'excitation et de curiosité. Ils voulaient rester et voir ce qui allait se passer ensuite, comme des vautours sentant l'odeur de la mort et attendant patiemment le festin. Le cheval de Graves s'était agenouillé devant une serveuse. Cette histoire se répandrait à travers New York avant le lever du soleil. Elle serait brodée, exagérée, tordue par 100 bouches, mais son essence resterait la même. Phantom, le cheval que personne n'avait jamais réussi à dompter, s'était agenouillé devant une fille sans nom et sans place. Et Ashton Graves, le puissant architecte, avait été bloqué par son propre cheval lorsqu'il avait essayé de s'approcher d'elle. À l'intérieur d'une limousine noire étincelante traversant la nuit new-yorkaise, Sloane Whitmore était assise en face de son père, ses yeux brûlants encore de colère et d'humiliation. Son plan avait échoué de manière désastreuse. Elle voulait que Ren soit blessé, renvoyé, tourné en dérision. Au lieu de cela, cette fille était devenue le centre de toute la soirée, protégée comme une reine par le cheval le plus redouté de la ville. Mais Sloane avait encore une carte à jouer. Son nom est Calloway, dit Sloane à son père, sa voix dégoulinant de malice. Ren Calloway, la fille de Harrison Calloway. Preston Whitmore sirotait son whisky quand sa main se figea en l'air. Ce nom, le nom qu'il croyait avoir enterré 10 ans plus tôt avec le malheureux qui le portait. Harrison Calloway, il s'en souvenait bien. Il y a 10 ans, Harrison Calloway était le directeur financier d'une grande entreprise. L'homme qui contrôlait les contrats de transport lucratifs que Preston convoitait pour lui-même. Mais Harrison n'avait pas accepté de coopérer, n'avait pas accepté de vendre, n'avait pas accepté de baisser la tête. Alors Preston avait fait ce qu'il faisait toujours face à un obstacle. Il l'avait détruit. Une fausse accusation, des preuves fabriquées, des témoins achetés. Harrison Calloway fut reconnu coupable de détournement de fonds et mourut en prison 6 mois plus tard. Et Preston prit tout ce que Harrison avait autrefois possédé. Parfait, propre, au-dessus de tout soupçon, jusqu'à maintenant. La fille de Harrison Calloway était à la fête d'Ashton Graves, et le cheval de Graves s'était agenouillé devant elle comme si elle était quelque chose d'extraordinaire. Si Ren s'approche d'Ashton Graves, pensa Preston, sa main se resserrant sur le verre de whisky, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Si Graves commence à s'interroger sur la file que son cheval a choisie, s'il commence à fouiller dans son passé, il trouvera Harrison Calloway. Et de Harrison Calloway, il trouvera Preston. L'architecte. Les gens appelaient Graves ainsi pour une raison. Quand il commençait à construire le portrait complet d'une personne, il ne s'arrêtait jamais avant qu'il ne soit terminé. Chaque pièce, chaque détail, chaque secret était placé exactement là où il devait être, avec une précision glaçante. Et quand le tableau était terminé, quand Graves pouvait enfin voir l'ensemble, la personne qui s'y trouvait n'avait plus nulle part où fuir. Preston n'avait pas peur de Ren Calloway. Elle n'était qu'une serveuse. Elle n'avait aucune preuve, aucun pouvoir, rien d'autre que le nom de famille entaché d'un détourneur de fonds décédé. Mais Preston avait peur de la curiosité d'Ashton Graves. Il avait peur que ses yeux commencent à se tourner dans sa direction. « Elle doit disparaître », dit Preston, sa voix froide comme la glace, avant que Graves ne commence à poser des questions. Sloane pencha la tête, ses yeux bleus pâles brillants. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Preston regarda sa fille, et un lent sourire se dessina sur ses lèvres. « La manière la plus simple, dit-il, la piéger. Un collier de diamants disparaît à la fête. 2 millions de dollars, et elle, la fille d'un détourneur de fonds, est la suspecte parfaite. La fraude est dans son sang. Qui croirait qu'elle est innocente? » Sloane sourit, un sourire exactement comme celui de son père. Cette fois, cette fille ne s'échapperait pas. Cette nuit-là, alors que New York sombrait dans le sommeil, un appel fut passé à la police. Un rapport fut déposé. Un collier de diamants d'une valeur de 2 millions de dollars, propriété de l'un des invités de l'enchère noire, avait disparu. La principale suspecte, Ren Calloway, 27 ans, serveuse employée par la société de traiteurs, fille de Harrison Calloway, le tristement célèbre détourneur de fonds mort en prison 10 ans plus tôt. Le sang d'une criminelle, diraient les gens.
Le vol est dans ses gènes, croiraient des gens. Personne ne demanderait pourquoi. Personne n'en douterait. Et Ren Calloway, la fille qui venait d'être choisie par un cheval légendaire, serait replongée dans l'obscurité une fois de plus, tout comme son père 10 ans auparavant. Mais Preston Whitmore avait oublié une chose. Quelqu'un observait, et ce quelqu'un n'était pas le genre d'homme à ignorer facilement tout ce qui piquait sa curiosité. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil d'hiver se déversait sur les gratte-ciels de Manhattan, Preston Whitmore entra dans le bureau d'Ashton Graves avec un sourire confiant et un épais dossier à la main. Il avait passé toute la nuit à préparer cette réunion, arrangeant chaque pièce de preuve fabriquée, chaque déclaration achetée, chaque image de sécurité soigneusement montée. Ce serait le coup de grâce. La Phil Calloway serait jetée en prison et la menace potentielle serait traitée proprement avant même qu'elle n'ait la chance de devenir un vrai problème. Ashton était assis derrière un bureau en chaîne noire, le dos contre le fauteuil en cuir, ses yeux observant Preston entrer sans révéler la moindre émotion. Il ne se leva pas pour le saluer, ne lui offrit pas de siège, ne montra pas le moindre signe qu'il se souciait de l'homme qui se tenait devant lui. Il resta simplement assis là, silencieux et attendant. Comme une pierre au milieu d'un cours d'eau, Preston posa le dossier sur le bureau, l'ouvrit et commença sa présentation. Image des caméras de sécurité, dit-il en faisant glisser une pile de photographies vers Ashton. Elles la montrent entrant dans des zones restreintes à plusieurs reprises pendant la fête. Déclaration de 3 témoins, continua-t-il en plaçant une autre liasse de papier sur le bureau. Tous confirment avoir vu un comportement suspect de sa part. Et ceci, termina-t-il avec un sourire, est le rapport de police officiel. Un collier de diamants d'une valeur de 2 millions de dollars a disparu. Cette fille est une voleuse, Graves, la fille d'un détourneur de fonds avec du sang de criminel dans les veines. Ashton ne dit rien. Il prit chaque dossier et lut chaque page une par une, son expression inchangée. Ses yeux parcouraient les mots, les images, les déclarations, comme s'il lisait un rapport financier ennuyeux plutôt que des preuves destinées à condamner un être humain. Quand il eut fini, il reposa le dossier sur le bureau et ne dit toujours rien. Le silence s'éternisa. Preston commença à se sentir mal à l'aise, bien qu'il ne le laissât pas paraître. Il était allé trop loin pour reculer maintenant. « J'ai une proposition, dit Preston, sa voix pleine de confiance. Laissez-moi m'occuper d'elle moi-même. J'ai des relations avec la police, avec les tribunaux. Elle sera en prison avant la fin de la semaine. Considérez cela comme un cadeau pour la future coopération entre nos deux familles. » Il marqua une pause d'1 seconde, puis ajouta avec un sourire rusé. « Et quant à Sloan, je pense que ma fille vous conviendrait très bien. Une alliance entre Whitmore et Graves serait une excellente chose pour les deux parties. » C'était le sourire d'un homme qui pensait avoir déjà gagné. Le sourire d'un homme qui croyait avoir placé chaque pièce exactement où elle devait être et n'avait plus qu'à attendre que son adversaire se rende. Mais Preston avait oublié une chose. Ashton Graves n'était jamais la pièce de qui que ce soit sur l'échiquier. Ashton se leva lentement, sans se presser. Il se dirigea vers la grande fenêtre donnant sur New York, le dos tourné à Preston. Le silence s'étira, lourd et suffocant. Preston sentit la sueur commencer à perler sur son front, mais il n'osa pas l'essuyer. « Phantom ne s'est jamais agenouillé devant personne, » dit enfin Ashton, sa voix comme un vent froid traversant la pièce. « Pas même moi. » Preston ne comprit pas ce qu'il voulait dire. Il ouvrit la bouche pour demander, mais Ashton continua. « Cette fille, dit-il toujours sans se retourner, est soit quelque chose d'extraordinaire, soit un danger que je dois contrôler. Dans tous les cas, » il se retourna alors, et ses yeux se fixèrent sur Preston avec une telle force que l'homme plus âgé dut faire un pas en arrière. « Elle m'appartient maintenant. » Preston ouvrit la bouche, mais Ashton ne lui laissa aucune chance de parler. « Touchez-la, dit-il, sa voix n'étant pas forte, mais chaque mot atterrissant avec le poids d'un marteau. Et vous touchez à la famille Graves. J'espère que vous comprenez ce que cela signifie. » Le visage de Preston passa du rouge à une pâleur maladive. Il voulait objecter, voulait argumenter, voulait rappeler à ce jeune homme exactement qui il était, mais il n'osa pas. Personne ne refusait Ashton Graves et ne vivait pour raconter l'histoire. Ce n'était pas une menace. C'était un fait que toute la pègre de New York connaissait déjà. « Je comprends, » dit Preston entre ses dents serrées, chaque mot arraché de sa gorge. « Je vais retirer le rapport. »« Faites-le, »
dit Ashton d'un simple hochement de tête, puis se retourna vers la fenêtre. Et Whitmore, ne me faites pas me répéter. Preston sortit du bureau et la porte se referma derrière lui. Son plan venait de s'effondrer comme un bâtiment frappé par des explosifs, et il ne pouvait rien y faire. À l'intérieur du bureau, Ashton resta près de la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Il ne protégeait pas cette fille par gentillesse. Ashton Graves ne faisait rien par gentillesse. Il faisait cela pour 3 raisons. Premièrement, il devait comprendre pourquoi Phantom avait réagi à elle de cette façon. Le cheval faisait partie de lui, et tout ce qui l'affectait aussi. Deuxièmement, c'était le moyen parfait de refuser Preston sans perdre la face. Il ne voulait pas de Sloane Whitmore, et maintenant il avait une raison légitime de la rejeter sans déclencher une guerre. Troisièmement, et c'était la raison la plus importante, tout ce qu'il ne pouvait pas contrôler devait être soit possédé, soit détruit. La fille Calloway avait fait faire à Phantom quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Elle était une variable qu'il ne pouvait pas calculer, et il n'avait pas encore décidé de quel type de variable elle était, quelque chose à posséder ou quelque chose à détruire. Jonah, appela-t-il sans se retourner. Son bras droit entra dans la pièce et attendit en silence. Amenez-la à Blackstone, ordonna Ashton. Personne ne doit connaître l'endroit, et Jonah. Il se retourna alors, ses yeux gris cendre froid comme la glace. Découvrez tout sur elle, je veux tout savoir. La voiture noire se déplaçait silencieusement dans les rues de Manhattan, puis se dirigea vers la périphérie, laissant derrière elle les gratte-ciels et les néons scintillants. Wren était assise sur la banquette arrière, regardant par la fenêtre, sans vraiment rien voir. Elle ne savait pas où elle allait. Elle ne savait pas pourquoi elle n'avait pas été livrée à la police comme elle l'avait pensé. Elle savait seulement que l'homme aux cheveux poivre et sel sur le siège avant, celui qui s'était présenté comme Jonah Mercer, était venu la chercher au poste de police avec un document qu'elle n'avait pas le droit de lire, et maintenant on l'emmenait quelque part dont elle ne savait rien. 45 minutes de passage. La route devint plus déserte, les arbres plus denses, et l'obscurité de la fin de nuit enveloppa tout ce qui se trouvait au-delà de la vitre. Enfin, la voiture tourna sur une allée de gravier blanc qui serpentait à travers une forêt de chênes centenaires, et Wren la vit. Le domaine de Blackstone se dressait dans les phares comme quelque chose d'un vieux rêve. 50 acres de terrain entourés de chênes centenaires, un manoir de 3 étages en pierre grise se dressant en silence comme s'il dormait depuis 100 ans. Il n'y avait pas de klaxon, pas de voix humaine, aucun des bruits de la ville, seulement le vent qui soufflait dans les feuilles, et un silence si lourd qu'il semblait peser sur tout comme du plomb. Wren fut conduite dans le manoir par des couloirs de pierre froide jusqu'à une chambre au 2e étage. La chambre était impeccable et entièrement meublée avec un grand lit aux drapes blancs, une table et des chaises en chêne, et une salle de bain privée avec une baignoire en marbre. Mais quand Jonah sortit et ferma la porte derrière lui, Wren entendit le clic sec d'une serrure de l'autre côté. Pas une invitée, pas une prisonnière. Elle était quelque part entre ces deux choses, dans un lieu gris où elle n'avait le droit de décider de rien pour elle-même. Le patron viendra quand il en aura besoin, avait dit Jonah avant de fermer la porte. Aucune explication, aucune promesse, seulement la froide vérité. Cette nuit-là, Wren ne put dormir. Elle était allongée sur le lit inconnu, fixant le plafond inconnu, écoutant les bruits inconnus du vieux manoir autour d'elle. L'avenir était aussi vide que le mur de pierre à l'extérieur de sa fenêtre. Elle ne savait pas ce que Ashton Graves voulait d'elle. Elle ne savait pas pourquoi il l'avait protégée de Preston Whitmore. Elle ne savait pas combien de temps elle serait gardée ici, ni si elle serait un jour autorisée à partir. Puis elle l'entendit. L'appel d'un cheval s'élevant de quelque part derrière le manoir, perçant le silence de la nuit. Phantom. Il était là. Wren s'assit, son cœur battant plus védéciste. Elle ne réfléchit pas, ne pesa pas ses options, ne s'arrêta pas pour se demander si elle avait le droit de sortir ou non. Ses pieds la portèrent automatiquement vers la porte du balcon, et étrangement, cette porte n'était pas verrouillée. Elle sortit, sentant l'air froid de la fin de nuit frôler sa peau, et suivit le son. L'écurie se dressait derrière le manoir, un bâtiment de bois et de pierre bien plus petit que la maison principale, mais portant toujours la même vieille dignité et la même grâce solennelle. Wren poussa la lourde porte en bois et entra, et elle le vit.
Phantom se tenait dans le coin du box, sa crinière noire brillant sous le clair de lune qui filtrait par la fenêtre. Ses yeux noirs abyssaux se tournèrent vers elle alors qu'elle entrait, mais il n'y avait aucune sauvagerie en eux, aucune lassitude, seulement de la reconnaissance, comme s'il avait su qu'elle viendrait, comme s'il l'avait attendue. Ren n'osa pas s'approcher. Elle s'assit simplement à l'extérieur du box, le dos appuyé contre un poteau en bois, les yeux fixés sur le cheval en silence. Elle ne dit rien. Il ne fit rien. Deux créatures solitaires, deux âmes perdues, se retrouvant dans la nuit. Puis Phantom marcha vers elle. Chaque pas était lent et prudent, comme s'il ne voulait pas l'effrayer. Il s'arrêta juste à côté de l'endroit où elle était assise, baissa la tête, et son souffle chaud frôla ses cheveux. Ren ferma les yeux, et pour la première fois en 10 ans, elle ressentit la paix. Pas parce qu'elle était en sécurité. Elle savait qu'elle n'était pas en sécurité. Pas parce qu'elle comprenait ce qui se passait. Elle ne comprenait rien du tout, mais parce que pour la première fois, quelqu'un, ou plutôt quelque chose, la voyait. Pas la fille d'un détourneur de fonds, pas une serveuse, pas une suspecte de vol, juste elle. Ren Calloway, la vérité de qui elle était. Elle ne sut pas combien de temps elle resta assise là, mais ce n'est que lorsque la première lueur de l'aube commença à poindre à l'horizon qu'elle se leva enfin et retourna dans sa chambre. Elle savait que quoi qu'il arrive, quoi qu'Ashton Graves veuille d'elle, elle retournerait à l'écurie demain soir, et la nuit d'après, et la nuit d'après. Parce que cet endroit, avec Phantom, était le seul endroit où elle se sentait vue. Quelques jours passèrent au domaine de Blackstone, et Ren s'habitua peu à peu à l'étrange rythme de vie de cet endroit, si l'on pouvait même appeler cela vivre. Le jour, elle restait dans sa chambre, lisant les vieux livres usés qu'elle trouvait sur les étagères, regardant par la fenêtre la forêt de chênes sans fin, attendant quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. La nuit, quand tout le manoir sombrait dans le sommeil, elle se glissait dehors jusqu'aux écuries et s'asseyait à côté de Phantom. Deux âmes solitaires trouvant la paix dans la présence de l'autre. Personne ne lui disait rien. Personne ne lui expliquait pourquoi elle était là. Personne ne lui disait combien de temps elle resterait, ni ce qui se passerait ensuite. Elle existait simplement, suspendue entre la liberté et la captivité, attendant que l'homme qui possédait cet endroit décide de son sort. Puis, un après-midi, la porte de sa chambre s'ouvrit. Ashton Graves entra, et la pièce sembla rétrécir autour de lui. C'était la première fois qu'il se faisait une face depuis cette nuit fatidique, depuis que Phantom s'était agenouillé devant elle et avait lancé un cri d'avertissement à son propre maître. Il ne portait pas de costume comme cette nuit-là. Juste une chemise noire, les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras forts. Il avait l'air moins effrayant, légèrement, mais seulement légèrement. Ses yeux étaient toujours aussi froids que la glace, toujours impossibles à lire, toujours refusant de révéler la moindre émotion. « Je sais que vous n'êtes pas venu à cette fête pour l'argent », dit Ashton sans détour, sans salutation, sans tentative de politesse. « Vous observiez Preston Whitmore depuis 2 ans. Je veux savoir pourquoi. » Ren ne fut pas surprise. Elle avait deviné qu'il enquêterait sur elle. Un homme comme Ashton Graves ne laissait jamais aucune variable rester hors de son contrôle sans l'étudier à fond. « Vous savez déjà pourquoi, » répondit-elle, sa voix calme. « Vous savez ce qu'il a fait à ma famille. » Ashton pencha la tête, ses yeux l'étudiant comme pour mesurer la moindre réaction sur son visage. « Votre père a été piégé, dit-il. Votre mère est partie. Mais qu'en est-il de votre frère, Micah Calloway? » Ren se figea. Ce nom, le nom qu'elle avait gardé enfoui en elle pendant 3 ans, soudainement prononcé par cet homme, ressemblait à une lame plantée droit dans son cœur. Elle ne parlait jamais de Micah à personne, jamais. Car parler de lui signifiait admettre qu'elle ne savait pas où il était, qu'elle avait échoué à protéger la seule famille qui lui restait. « Il a disparu il y a 3 ans, dit Ren, sa voix sèche comme le sable du désert. Je crois que Preston y est pour quelque chose. » Ashton ne dit rien. Il plongea simplement la main dans la poche de sa chemise, en sortit une photographie et la posa sur la table devant Ren. Ren baissa les yeux et le monde s'arrêta. Micah, son frère. Son visage était plus mince qu'elle ne s'en souvenait, ses pommettes plus saillantes, ses yeux profondément enfoncés. Ses cheveux étaient plus longs, en désordre, plus coupés net comme avant. Mais c'était toujours Micah, toujours les mêmes yeux bruns chauds qu'elle avait regardés chaque jour pendant les 7 ans
où ils avaient survécu en s'accrochant l'un à l'autre, toujours le jeune frère qu'elle avait cherché sans relâche au cours des 3 dernières années. Il est vivant, dit Ashton, sa voix sans émotion. Preston l'a gardé emprisonné ces 3 dernières années. Wren ne pleura pas. Elle avait oublié comment pleurer il y a longtemps, depuis la nuit où elle s'était retrouvée seule dans la maison vide après le départ de sa mère, depuis le jour où elle avait reçu la nouvelle de la mort de son père en prison. Ses larmes s'étaient taries depuis longtemps, remplacées par une carapace dure enroulée autour de son cœur pour qu'il ne se brise pas. Mais maintenant, en regardant la photographie de Micah, sa main trembla et dans ses yeux ambrés, pour la première fois, quelque chose revint à la vie. Une étincelle d'espoir, une flamme, une raison de continuer à se battre. Où? Demanda-t-elle, un seul mot portant 3 ans d'attente, 3 ans de recherche, 3 ans de douleur. Ashton s'assit sur la chaise en face d'elle, ses yeux ne la quittant pas une seule seconde. Preston l'a gardé en vie parce que Micah a quelque chose dont il a besoin, expliqua-t-il. Il y a 3 ans, Micah a trouvé des preuves contre Preston, des preuves de ce qu'il a fait à votre père, et d'autres crimes qu'il a enterrés. Mais avant que Micah ne puisse les exposer, il a été enlevé. Micah a caché les preuves avant qu'il ne l'attrape, continua Ashton. Preston a besoin de l'emplacement. C'est la seule raison pour laquelle Micah est encore en vie. Wren regarda la photographie, puis leva les yeux vers Ashton. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, le regardant droit dans les yeux sans ciller. « Vous n'êtes pas le genre d'homme à faire quoi que ce soit sans but. Alors, que voulez-vous de moi » Ashton pencha la tête comme pour peser la réponse. Un moment de silence passa, lourd et tendu. « Je veux savoir pourquoi mon cheval s'est agenouillé devant vous, dit-il enfin. Phantom n'a jamais fait ça pour personne, pas même pour moi. Et je veux voir ce que vous ferez quand la chose que vous avez cherchée tout ce temps sera enfin entre vos mains. » Wren se leva et lui fit face. Elle n'était pas aussi grande que lui, pas aussi forte, n'avait ni pouvoir, ni argent, ni rien d'autre qui puisse le menacer. Mais elle avait quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Elle avait de la volonté. « Je récupérerai mon frère, dit-elle, sa voix ferme comme l'acier, avec ou sans votre aide. » Ashton ne se mit pas en colère face à son défi. Au lieu de cela, il sourit. Pour la première fois, ce n'était pas un sourire froid, ni un sourire calculateur. C'était le sourire de l'intérêt, de la reconnaissance. « Je sais, dit-il, c'est pourquoi je n'ai pas encore décidé de quel genre vous êtes. Quelque chose à posséder ou quelque chose à détruire. » Wren ne s'y a pas. Elle le regarda droit dans les yeux et dit « Ou peut-être que je suis le genre avec lequel vous ne devriez pas jouer. » Après sa conversation avec Wren, Ashton ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Cela l'agaçait. Il avait connu d'innombrables belles femmes dans sa vie, des femmes prêtes à tout pour attirer son attention, des femmes qui s'inclinaient devant son pouvoir et sa richesse sans qu'il ait besoin de le demander. Wren Calloway n'était pas belle de la manière éblouissante de ces femmes. Elle n'essayait pas de le séduire, ne le flattait pas, ne lui demandait rien. Elle se tenait simplement là, le regardait droit dans les yeux, et lui disait qu'elle était le genre de personne avec qui il ne devrait pas jouer, et il la croyait. C'était la partie la plus étrange de toutes. Il la croyait. La façon dont elle le regardait, sans peur, sans faiblesse, sans supplication, lui rappelait quelqu'un qu'il avait rencontré il y a très longtemps. Dans un souvenir flou qu'il avait essayé d'enterrer au cours des 15 dernières années. Jonah entra dans le bureau avec un autre dossier. « J'ai approfondi mes recherches sur Wren Calloway, comme vous l'avez demandé, » dit-il en posant le dossier sur le bureau. « Il y a un détail intéressant. En 2009, alors qu'elle avait 12 ans, elle a assisté au gala de Charity Harrington avec son père. » Ashton se figea. Le gala Harrington 2009, la nuit où son père fut tué dans une attaque que la police qualifia de vol, bien qu'Ashton sût qu'il s'agissait d'un complot. La nuit où il avait 18 ans et où son monde s'était complètement effondré. « Continuez, dit-il, sa voix inchangée, bien que sous le bureau sa main se soit déjà crispée en un point. Jonah continua son rapport, mais Ashton n'écoutait plus. Son esprit tourbillonnait, le ramenant à cette nuit terrible, la nuit qu'il avait essayé d'oublier pendant 15 ans et qu'il n'avait jamais vraiment pu oublier. Quand Jonah partit, Ashton resta seul dans le bureau, silencieux et immobile. Puis il tendit la main et ouvrit le tiroir du bureau, le tiroir secret que personne ne savait qu'il gardait. Le vieux mouchoir se trouvait à l'intérieur,
jauni par le temps, le tissu doux usé par les innombrables fois où il l'avait pris et reposé au cours des 15 dernières années. Dans un coin, 2 lettres étaient brodées en fil bleu délavé. W.C. Il souleva le mouchoir et le souvenir revint en force comme une inondation. Il avait 18 ans, courant dans le jardin arrière du domaine Harrington, après avoir vu son père se faire poignarder. Ses mains étaient couvertes du sang de son père, un sang qu'il avait essayé de retenir et n'avait pas pu. Il ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas penser. Le monde s'effondrait autour de lui et il n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. Puis une petite fille passa, 12, peut-être 13 ans, portant une robe de soirée blanche. Elle ne lui demanda pas s'il allait bien, ne courut pas chercher un adulte, ne le regarda pas avec pitié ou peur. Elle lui tendit simplement le mouchoir, le plaça dans sa main sans un mot et s'éloigna. Il ne se souvenait pas de son visage. Cette nuit-là, il ne se souvenait de rien d'autre que du sang, de la douleur et de la ruine, mais il se souvenait des yeux. Ambré, chaud mais pas fragile, le regardant comme s'il n'était pas pitoyable, comme s'il n'avait pas besoin de réconfort, comme si elle comprenait que ce dont il avait besoin à ce moment-là n'était pas du tout des mots, mais simplement d'être laissé seul. Dababaji Ren Calloway. La fille de cette nuit, c'était elle. 15 ans. Le mouchoir qu'il avait gardé pendant 15 ans lui appartenait. Ashton fixa le tissu dans sa main. Et pour la première fois depuis très longtemps, il ne savait pas ce qu'il était censé ressentir. Il n'avait pas gardé ce mouchoir par romantisme. Il n'avait pas su qui était cette fille, ne l'avait jamais cherchée, n'avait jamais pensé à elle comme à une personne réelle. Il l'avait gardée parce que c'était la seule chose de cette nuit terrible qui n'était pas tachée de sang. Il représentait le seul moment de paix au milieu de l'enfer, le seul moment où quelqu'un avait vu qu'il souffrait et lui avait donné exactement ce dont il avait besoin sans rien demander en retour. Et la personne qui avait créé ce moment, la personne qui l'avait sauvé avant même qu'il ne sache qu'il avait besoin d'être sauvé, était dans sa maison, assise avec Phantom, dans l'écurie chaque nuit, le regardant avec ses yeux ambrés, les yeux qu'il n'avait pas reconnus jusqu'à présent, et qu'il portait pourtant dans sa mémoire depuis 15 ans. Ashton plia soigneusement le mouchoir et le glissa dans la poche de sa chemise, près de son cœur. Pour la première fois en 15 ans, il ne resta pas dans le tiroir. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. Sous le clair de lune argentée, il vit la silhouette de Ren assise à côté de Phantom dans l'écurie. 2 êtres qu'il ne pouvait pas contrôler. Le cheval qui refusait de s'incliner devant lui et la femme qui refusait de le craindre. Ils étaient ensemble, trouvant la paix l'un en l'autre, tandis qu'ils se tenaient là à les regarder de loin, incertains de sa place dans ce tableau. La façon dont il regarderait Ren à partir de ce moment serait différente. Pas un mystère à résoudre, pas une proie à contrôler, pas quelque chose à posséder ou à détruire, mais la personne qui l'avait sauvé une fois avant qu'il ne sache qu'il avait besoin d'être sauvé. Et pour la première fois de sa vie, Ashton Graves, l'homme qui savait toujours exactement ce qu'il voulait et comment l'obtenir, ne savait pas du tout ce qu'il voulait. Dans son bureau obscur de Manhattan, Preston Whitmore était assis, fixant les rapports que ses hommes lui avaient envoyés. Ashton Graves enquêtait. Il le savait par des sources enfouies dans l'empire de l'architecte, des hommes prêts à vendre des informations à celui qui paierait le plus cher. Graves fouillait dans le passé de Ren Calloway. Et de là, il découvrirait Harrison Calloway. De Harrison Calloway, il découvrirait les contrats de transport volés. De ces contrats, il découvrirait Preston. Il ne pouvait plus attendre. Chaque jour qui passait était un jour de plus où Graves se rapprochait de la vérité. Et une fois que l'architecte aurait terminé son tableau, il n'y aurait plus d'endroit au monde où Preston pourrait se cacher. Il devait agir en premier. Pas contre Ren. Elle n'était qu'un pion sans pouvoir, sans preuve, sans rien d'autre que sa haine. La vraie cible devait être Ashton Graves. Sans Graves, cette fille n'aurait plus personne pour la protéger. Sans Graves, le danger disparaîtrait. Preston prit le téléphone et appela le genre d'homme qui règle les problèmes que l'argent seul ne peut résoudre. Cette nuit-là, Ashton resta au domaine de Blackstone, ce qui arrivait rarement. Habituellement, il ne venait là que le week-end, quand il avait besoin de prendre ses distances avec le bruit de la ville et les intrigues sans fin de la pègre. Mais ce soir, après avoir découvert la vérité sur le mouchoir, il ne voulait pas être à Manhattan.
Il voulait être ici, où se trouvait Phantom, où se trouvait Wren, où, d'une manière ou d'une autre, c'était devenu le seul endroit où il sentait qu'il pouvait respirer. 3 heures du matin. Le manoir était aussi silencieux qu'un cimetière, avec seulement le vent qui soufflait dans les chaînes centenaires à l'extérieur des fenêtres. Wren ne pouvait pas dormir comme toutes les autres nuits. Elle était allongée dans son lit, fixant le plafond, pensant à Micah, à ce qu'Ashton lui avait dit, à l'avenir vide qui s'étendait devant elle. Finalement, elle se leva et sortit de sa chambre, errant dans les couloirs sombres du manoir comme elle le faisait souvent lors de ses nuits d'insomnie. Et puis elle le vit, une ombre se déplaçant au fond du couloir. Wren se figea, se pressant dans le coin du mur tout en observant. L'ombre se déplaçait dans la mauvaise direction. Les hommes de sécurité d'Ashton ne se déplaçaient jamais seuls. Ils travaillaient toujours par deux, et ils ne se dirigeaient jamais vers la chambre principale à 3 heures du matin, sauf si quelque chose n'allait pas. Mais si quelque chose n'allait pas, il y aurait du bruit, des lumières, de la confusion, pas un silence comme celui-ci. 10 ans de vie dans l'obscurité avaient appris à Wren à sentir le danger avant qu'il ne l'atteigne. Elle savait que ce n'était pas la sécurité. C'était un intrus. Elle aurait pu retourner dans sa chambre, verrouiller la porte, faire comme si elle n'avait rien vu. C'était le choix sûr, le choix sage, le choix que toute personne sensée aurait fait. Mais si Ashton mourait ce soir, qui l'aiderait à sauver Micah? Qui lui donnerait des informations sur son frère? Qui la protégerait de Preston Whitmore? Et il y avait autre chose aussi, quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre, qu'elle ne voulait même pas envisager. Elle ne voulait pas qu'il meure. C'était aussi simple que ça. Pas parce qu'il était un outil dont elle avait besoin pour atteindre son but. Pas parce qu'il était le bouclier qui la protégeait, mais parce qu'au cours des dernières semaines, entre les conversations froides et ses yeux gris cendres, quelque chose avait changé. Elle ne savait pas ce que c'était. Elle savait seulement qu'elle ne le voulait pas mort. Wren suivit l'ombre, ses pas silencieux, sa respiration régulière et contrôlée. L'intrus s'arrêta devant la porte de la chambre principale et commença à crocheter la serrure avec un outil professionnel. Il lui tournait le dos. Wren regarda autour d'elle, cherchant n'importe quoi qu'elle pourrait utiliser comme arme. Un extincteur, accroché au mur à quelques pas de là. Elle le décrocha et sentit le poids lourd s'installer dans ses mains. Puis elle avança, un pas à la fois, silencieuse comme un fantôme. L'intrus n'entendit rien. Il était concentré sur la serrure, ne se doutant jamais que le vrai danger venait de derrière lui. Wren leva l'extincteur. Un coup, assez fort, assez précis. L'intrus s'effondra sur le sol, inconscient, sans jamais réussir à émettre un son. Le bruit réveilla Ashton. La porte de la chambre s'ouvrit et il se tint là, regardant la scène devant lui. L'intrus gisait étendu sur le sol, immobile. Wren se tenait à côté de lui, respirant fort, l'extincteur glissant de sa main avec un bruit métallique qui résonna dans le couloir silencieux. Silence. Il la regarda. Elle le regarda en retour. Des yeux gris cendre rencontrèrent des yeux ambrés dans l'obscurité, et aucun d'eux ne parla pendant un long moment. « Ne vous méprenez pas, dit enfin Wren, sa voix toujours froide bien que ses mains tremblent. Je ne vous ai pas sauvé. »« Alors qu'avez-vous sauvé ?» demanda Ashton, sa voix basse et étrangement calme pour un homme qui venait d'être presque attaqué. « Des réponses, répondit Wren. Vous me devez des informations sur mon frère. Si vous mourrez, qui me donnera la vérité? » Ashton la regarda longuement, ses yeux lisant chaque ligne de son visage, chaque souffle, chaque tremblement de sa main. Puis il sourit. Pas son sourire froid habituel, pas le sourire calculateur de l'architecte. C'était le sourire de la reconnaissance, du respect. « Vous êtes plus dangereuse que je ne le pensais, Calloway, » dit-il. « Tant mieux, répondit-elle sans ciller. Vous devriez vous en souvenir. » Le bruit de pas précipités remplit le couloir. Jonah apparut avec l'équipe de sécurité, arme à la main, ses yeux balayant la scène en un instant. Il ordonna rapidement à ses hommes de s'occuper de l'intrus. « Attachez-le, emmenez-le pour interrogatoire. » Mais Ashton ne regardait pas Jonah. Il ne regardait pas l'intrus. Il ne regardait que Wren. Et dans ses yeux, quelque chose avait changé. Elle n'était pas une proie qui avait besoin de protection. Elle était une alliée, et peut-être quelque chose de plus que cela. Preston Whitmore n'était pas un imbécile. Il avait survécu dans la pègre assez longtemps pour savoir qu'on ne mise jamais sur une seule carte.
Quand il a envoyé l'intrus au domaine de Blackstone pour s'occuper d'Ashton Graves, il avait déjà préparé un deuxième plan. Si Ashton survivait, alors il lui ferait perdre le contrôle. Et la meilleure façon de faire perdre le contrôle à l'architecte n'était pas de le frapper directement. C'était de frapper la seule chose qui lui tenait vraiment à cœur, Phantom. Pendant que l'intrus essayait de crocheter la serrure de la chambre d'Ashton, un autre homme s'était glissé dans les écuries, discrètement, sans laisser de traces. Juste une petite pilule mélangée à la nourriture du cheval, le genre de poison qui ferait effet quelques heures plus tard, quand tout le monde dormirait et que personne ne ferait attention. Le lendemain matin, alors que la première lueur de l'aube commençait à poindre à travers les rangées de chênes centenaires, Wren se réveilla comme toujours. Elle n'avait pas beaucoup dormi après ce qui s'était passé la nuit précédente, après avoir assommé l'intrus et vu le changement dans les yeux d'Ashton quand il l'avait regardé. Elle avait besoin d'air frais. Elle avait besoin de Phantom. Elle enfila son manteau et se dirigea vers les écuries, ses pas familiers sur le chemin de gravier blanc qu'elle avait traversé tant de fois au cours des dernières semaines. Elle poussa la lourde porte en bois, entra et se figea. Phantom était couché sur le sol. Le magnifique cheval. Le cheval qui ne s'était jamais incliné devant personne. Le cheval qui s'était agenouillé devant elle comme si elle était sa reine, gisait immobile sur le lit de paille dorée. Ses yeux étaient troubles, dépouillés de la lumière vive qu'ils avaient habituellement. Sa respiration était lourde, laborieuse, comme si chaque souffle était une bataille. Wren courut vers lui. Et oui, tomba à genoux et posa sa main sur son cou. Sa peau était plus chaude que la normale. Son rythme cardiaque faible et irrégulier. Au cours de ces derniers jours, elle avait appris à lire Phantom. Chaque souffle, chaque mouvement de tête, chaque reniflement. Elle le savait quand il était content, quand il était agité, quand il voulait être laissé seul, et elle savait que ce n'était pas une maladie naturelle. C'étaient les signes d'un empoisonnement. Elle ne paniqua pas. 10 ans de vie dans l'obscurité lui avaient appris que la panique n'aidait jamais personne. Elle se leva et retourna en courant dans le manoir. Pour les points moyens, à travers les couloirs de pierre froide, à la recherche de Jonah. Elle le trouva dans le bureau en train de vérifier le système de sécurité après l'effraction de la nuit précédente. « Appelez le vétérinaire, dit-elle, sa voix ferme mais urgente. Tout de suite, Phantom a été empoisonné. » Jonah ne demanda pas comment elle le savait. Il ne remit pas en question son jugement. Il prit simplement le téléphone et passa l'appel immédiatement. Wren n'attendit pas. Elle se retourna et retourna en courant à l'écurie, s'agenouillant à nouveau à côté de Phantom, sa main posée sur son cou comme si sa seule présence pouvait le maintenir dans ce monde. « Ne meurs pas, murmura-t-elle, sa voix s'étranglant. « N'ose pas mourir. Tu es la seule créature qui m'ait jamais vraiment vu. Tu n'as pas le droit de me quitter. » Le vétérinaire arriva en 20 minutes, aussi vite que quiconque pouvait venir de la ville la plus proche. Ils travaillèrent frénétiquement, administrant des antidotes, mettant en place des perfusions, surveillant son rythme cardiaque. Wren se tenait à leur côté, ne quittant jamais Phantom des yeux, ne retirant jamais sa main de lui. Enfin, le vétérinaire se redressa et essuya la sueur de son front. « Juste à temps, dit-il, sa voix lasse mais soulagée. Il vivra, mais si vous aviez été 10 minutes plus tard... » Il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Wren comprit. Elle avait failli perdre Phantom. Elle avait failli perdre le seul être au monde qui la comprenait, sans qu'elle ait besoin de dire un mot. Des bruits de pas retentirent derrière elle. Wren n'eut pas besoin de se retourner pour savoir de qui il s'agissait. Ashton Graves entra dans l'écurie et elle sentit le changement dans l'air instantanément, plus lourd, plus tendu, comme si un orage se préparait et attendait d'éclater. « Il vivra, dit-elle sans se retourner. Mais si j'avais été 10 minutes plus tôt, elle ne termina pas sa phrase, tout comme le vétérinaire. Ce n'était pas nécessaire. Silence. Wren se retourna et pour la première fois, elle vit le masque de glace qu'Ashton Graves portait toujours disparaître complètement. Ce n'était pas une colère bruyante. Ce n'était pas des cris ou des objets brisés. C'était pire. Le silence, le genre de silence qui appartient à un homme qui a déjà décidé que quelqu'un allait perdre tout ce qu'il possède. Ses yeux n'étaient plus froids. Ils brûlaient, brûlant d'un feu qu'elle n'avait jamais vu en lui auparavant. Un feu qu'elle soupçonnait que très peu de gens avaient jamais vu et avaient vécu assez longtemps pour le décrire.
Qui? Demanda-t-il, un seul mot portant la force d'une tempête. Wren se leva et lui fit face sans ciller. Trouvez l'homme qui voulait ma mort la nuit dernière, dit-elle. Vous aurez votre réponse. Ashton comprit immédiatement. Preston Whitmore, l'intrus de la nuit précédente, l'empoisonnement de Phantom. Tout cela venait de Preston. Tout cela faisait partie d'un plan pour détruire tout ce qui tenait à cœur à Ashton. Il se retourna et sortit de l'écurie sans un autre mot. Jonah attendait déjà dehors, le visage tendu, attendant les ordres. « Convoquez le conseil, » dit Ashton, sa voix comme de l'acier traîné sur de la pierre. « Et trouvez l'emplacement des documents que Micah Calloway a cachés. Il est temps d'en finir. » Jonah hocha la tête et disparut aussitôt pour exécuter l'ordre. Wren se tenait à l'entrée de l'écurie, regardant Ashton retourner vers le manoir. Elle ne l'avait jamais vu comme ça. Pas de masque, pas de calcul froid, seulement une fureur pure, parfaitement contrôlée, et pour cette raison, bien plus terrifiante que toute autre chose. Preston Whitmore paierait pour ce qu'il avait fait, et cette fois, personne ne le sauverait. Ashton ne perdit pas de temps. Cette nuit-là même, il envoya ses hommes au centre de détention secret de Preston Whitmore, l'endroit où Micah Calloway était détenu depuis 3 ans. Pas pour le sauver. Pas encore. Si Micah disparaissait maintenant, Preston saurait que quelqu'un agissait contre lui et il se préparerait à la guerre. Ashton avait besoin que Preston croie que tout était encore sous contrôle jusqu'au dernier moment. Ses hommes ne s'y rendirent que pour prendre contact avec Micah, pour lui faire savoir que sa sœur était toujours en vie, que quelqu'un venait l'aider, qu'après 3 ans dans l'obscurité, il y avait enfin de l'espoir. Micah Calloway, 24 ans, mince et pâle après 3 ans de captivité, pleura en apprenant des nouvelles de Wren. Mais lorsque les hommes d'Ashton lui demandèrent l'emplacement des documents, il n'eut qu'une seule condition. « Laissez ma sœur apporter des preuves à la lumière de ses propres mains, » dit Micah, sa voix rauque pour avoir passé trop de temps sans parler à personne. « Elle a attendu 10 ans. Elle mérite d'être là quand Preston tombera. Elle mérite de le regarder dans les yeux et de lui dire qu'il a perdu. » Ashton accepta cette condition, non par gentillesse. Ashton Graves ne faisait jamais rien par gentillesse. Il accepta parce qu'il voulait voir ce que Wren ferait lorsque le pouvoir serait placé entre ses mains. Deviendrait-elle comme tout le monde? Deviendrait-elle avide, cruelle, aveuglée par la haine comme tant d'autres qu'il avait connues? Ou prouverait-elle qu'elle était vraiment celle que Phantom avait choisie? L'après-midi suivant, Ashton appela Wren dans son bureau du manoir. Il plaça un épais dossier sur le bureau devant elle et l'ouvrit, révélant des centaines de pages de documents, de photographies, de transcriptions audio et de déclarations de témoins. « Voici tout ce que j'ai trouvé sur Preston Whitmore, » dit-il. « Transactions financières illégales, messages organisant la corruption de témoins, preuve de ce qu'il a fait à votre père. Et ceci? » Il plaça une autre feuille sur le dessus. « Est l'emplacement des documents que Micah a cachés il y a 3 ans. Votre frère l'a donné à mes hommes. » Wren baissa les yeux sur la pile de preuves, son cœur battant plus vite, même si ses mains ne tremblaient pas. 10 ans. Elle avait attendu 10 ans pour ce moment. Le moment où elle tiendrait enfin l'arme qui pourrait détruire l'homme qui avait ruiné sa famille. Et maintenant, elle était là, juste devant elle. « Voici votre arme, » dit Ashton, sa voix sans émotion. « La façon dont vous l'utiliserez est votre décision. » Wren souleva les documents un par un, lisant chaque ligne, chaque chiffre, chaque nom. Elle vit les preuves des transactions que Preston avait utilisées pour voler les contrats de transport de son père. Elle vit les messages entre Preston et les hommes qui avaient donné de faux témoignages contre son père. Elle vit tout ce dont elle avait besoin pour prouver que son père était innocent et que Preston était coupable. « Jusqu'où m'aiderez-vous » demanda-t-elle sans lever les yeux des papiers. « Jusqu'à ce que je décide que j'en ai assez vu, » répondit Ashton. « Et si je veux plus ?» Wren leva son regard et ses yeux ambrés rencontrèrent en ses yeux gris cendre. Ashton la regarda et quelque chose vacilla dans ses yeux, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Alors vous devrez le prendre vous-même, » dit-il. Wren hocha la tête. C'était un langage qu'elle comprenait. Personne ne donnait rien gratuitement dans ce monde. Tout avait un prix et elle était prête à payer ce prix pour réclamer justice pour son père, pour sauver son frère, pour faire payer Preston Whitmore pour ce qu'il avait fait. La nuit précédant la réunion du Conseil des Ombres, Wren se rendit à l'écurie comme elle le faisait toujours.
Phantom s'était complètement remis et se tenait dans le coin du box, ses yeux noirs s'illuminant quand il la vit entrer. Le cheval s'avança, renifla en guise de salutation, et Ren posa une main sur son cou, sentant la chaleur et le battement de cœur puissant sous sa robe brillante. « Demain, murmura-t-elle à l'oreille du cheval, demain, je reprendrai tout ou je perdrai tout. » Phantom renifla doucement et pressa sa tête contre son épaule comme s'il comprenait chaque mot, comme s'il croyait qu'elle gagnerait. « Êtes-vous prête? » La voix d'Ashton vint de derrière elle. Ren se retourna et le vit debout à l'entrée de l'écurie, le clair de lune tombant sur son visage anguleux et le projetant dans l'ombre et l'argent. Il ne portait pas son costume noir habituel, seulement une chemise blanche et un pantalon noir, le faisant paraître plus proche d'une certaine manière, moins intimidant. Mais ses yeux étaient toujours aussi vifs. « J'étais prête il y a 10 ans, répondit Ren, sa voix aussi ferme que l'acier. Je n'ai juste pas eu l'occasion. Ashton hocha la tête. Il comprenait ce genre d'attente. Il l'avait vécu aussi 15 ans plus tôt, après la mort de son père, quand il avait été forcé d'attendre d'être assez fort pour se venger. Les deux se tenaient dans l'écurie avec Phantom entre eux, tandis que le clair de lune argenté se déversait par la fenêtre en bois et projetait des traînées pâles sur le sol couvert de paille. Personne ne dit rien d'autre. Ce n'était pas nécessaire. Ils savaient tous les deux ce que demain apporterait. Demain, ils entreraient dans le Conseil des Ombres, le conseil des figures les plus puissantes de la pègre de New York, et un seul côté en sortirait intact. Le vieil entrepôt se trouvait dans une ruelle sombre de Brooklyn, semblant en ruine de l'extérieur avec ses murs de briques qui s'effritaient et sa porte en fer rouillé. Mais à l'intérieur, c'était un monde entièrement différent. La salle de réunion du Conseil des Ombres avait été meublée avec des tables en chêne noir poli, de fines chaises en cuir et une douce lumière dorée tombant de lustres anciens. Il n'y avait pas de fenêtres, pas de lumière naturelle. C'était un lieu que la lumière du soleil n'atteignait pas. Un lieu où des décisions étaient prises qui pouvaient modifier le destin d'une ville entière. Les représentants des familles et de la pègre les plus puissantes de New York étaient déjà assis autour de la table. Des hommes qui contrôlaient les ports de commerce, les casinos, l'immobilier. Des hommes qui pouvaient faire disparaître des gens sans que personne n'ose demander où ils étaient passés. Tout le monde savait pourquoi ils avaient été convoqués aujourd'hui. Les rumeurs circulaient dans la pègre depuis des jours. Des rumeurs sur le cheval qui s'était agenouillé devant une serveuse, sur Ashton Graves protégeant une jeune femme sans nom, sur des preuves contre Preston Whitmore. Preston était assis à un coin de la table, essayant de paraître aussi calme que jamais. Mais ses yeux ne cessaient de dériver vers la porte. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il pouvait sentir les regards des autres membres du conseil, plus aussi amicaux qu'avant, plus aussi respectueux qu'avant. Il sentait le sang, et dans ce monde, quand une bête est blessée, sa propre espèce se retourne et la déchire. La porte s'ouvrit. Ashton Graves entra le premier, grand et froid dans son costume noir, ses yeux balayant la pièce comme s'il mesurait chaque animal qui s'y trouvait. Et marchant derrière lui, il y avait Ren Calloway. Elle ne baissa pas la tête. Elle n'évita le regard de personne. Elle marchait le dos droit et le menton haut, ses yeux fixés sur les gens qui avaient autrefois détruit sa famille. Pour la première fois en 10 ans, elle se tenait parmi eux non pas comme une victime, mais comme celle qui était venue réclamer justice. « Grave, dit Preston, essayant de garder sa voix stable. « Vous amenez une serveuse au conseil? » « C'est un témoin, répondit Ashton, sa voix sans émotion. « Les règles du conseil autorisent les témoins à assister aux audiences qui les concernent. Ou souhaitez-vous contester les règles? » Preston voulut en dire plus, mais les regards des autres membres le firent taire. Personne ne voulait s'opposer à Ashton Graves, surtout quand aucun d'entre eux ne savait quelle carte il avait en main. Ashton s'avança vers la tête de la table et posa un épais dossier. Il l'ouvrit et commença à exposer l'affaire, sa voix aussi égale que s'il lisait un rapport financier. Il y a 10 ans, Harrison Calloway, directeur financier de Meridian Corporation, a été reconnu coupable de détournement de fonds et est mort en prison. Il tourna la page suivante. Mais les preuves montrent qu'il a été piégé. L'homme derrière tout ça était Preston Whitmore. Il lut chaque élément de preuve, chaque chiffre, chaque nom. Des virements bancaires montrant l'argent déplacé des comptes de Preston pour corrompre des témoins, des messages échangés entre Preston et les hommes qui avaient donné de faux témoignages,
Les documents que Micah Calloway avait trouvés et cachés avant d'être enlevés, des documents prouvant que Preston s'était emparé des contrats de transport en détruisant Harrison Calloway. Chaque page tournée était un autre clou enfoncé dans le cercueil de Preston. C'est de la calomnie. Preston se leva, le visage rouge de colère. Des documents falsifiés. Cette fille est la fille d'un détourneur de fonds. Elle essaye de se venger. Mais les preuves étaient trop solides, trop détaillées, trop difficiles à nier. Les membres du conseil regardaient Preston différemment maintenant, non plus comme un allié, non plus comme un partenaire. Ils le regardaient comme des prédateurs regardent une proie, attendant d'être déchiquetés. Ashton recula et laissa la parole à Wren. C'était son moment. Toute la pièce se tut, observant l'ancienne serveuse se tenant parmi les rois de la pègre les plus puissants de la ville. Wren ne trembla pas. Elle avait attendu 10 ans pour cela. « Vous voulez savoir qui je suis ?» dit-elle, sa voix portant dans le silence de la pièce. « Je suis Wren Calloway, la fille de Harrison Calloway, l'homme que cet homme assis là a détruit. » Elle regarda droit dans les yeux de Preston, sans ciller, sans peur. « Je suis ici non pas parce que j'ai été protégé. Je suis ici parce que je refuse de tomber. Il y a 10 ans, quand mon père a été arrêté, j'avais 17 ans. Au cours des 10 dernières années, j'ai survécu, j'ai attendu, j'ai cherché la vérité, et maintenant la vérité est là, sur cette table, devant vous tous. » Elle s'avança, faisant face à tout le conseil. « Vous mesurez la valeur par la lignée? Alors regardez bien. Mon sang a enduré 10 ans d'enfer, et il coule toujours dans mes veines. » Le silence suivit, lourd, tendu. Puis le président du conseil, un homme aux cheveux argentés et aux yeux vifs comme des couteaux, fit un simple signe de tête. « Votez, dit-il. Preston Whitmore, coupable ou non coupable d'avoir piégé Harrison Calloway et d'avoir violé la loi du conseil. » Une main se leva, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Tous coupables. Preston se tenait là, son visage devenu blanc comme du papier. Il regarda autour de lui, cherchant des alliés, cherchant quelqu'un qui se tiendrait à ses côtés. Il n'y avait personne. « Sentence, déclara le président. Preston Whitmore est expulsé du Conseil des Ombres. Ses biens seront partagés entre les autres familles selon la règle du Conseil. Pas de coup de feu, pas de sang, seulement la vérité, et la vérité suffisait à détruire un empire. » Preston regarda Wren avec une haine brûlante dans les yeux, mais il n'avait plus le pouvoir de faire quoi que ce soit. Il avait perdu, complètement. Wren sortit de l'entrepôt avec Ashton à ses côtés. Elle ne sourit pas. Elle ne célébra pas. Mais pour la première fois en 10 ans, elle se sentit plus légère. Son père avait été innocenté, non pas par les tribunaux de la lumière, mais par la loi des ténèbres. Immédiatement après la fin du Conseil des Ombres, avant même que Preston Whitmore n'ait réussi à quitter l'entrepôt de Brooklyn, les hommes d'Ashton sont passés à l'action. Ils ont fait irruption dans le centre de détention secret de Preston, l'endroit où Micah Calloway était détenu depuis 3 ans. Personne ne le gardait plus maintenant. Preston avait tout perdu, le pouvoir, l'argent, les alliés. Les hommes qui lui avaient autrefois juré fidélité lui avaient tourné le dos dès que le Conseil l'avait déclaré coupable. C'est ainsi que fonctionnait la pègre. Pas de loyauté, seulement l'avantage. Micah fut sorti à l'aube, juste au moment où les premiers rayons de soleil commençaient à percer les nuages gris au-dessus de New York. 3 ans de captivité lui avaient beaucoup pris, sa santé, sa jeunesse, sa foi en le monde, mais il était en vie et c'était tout ce qui comptait. Wren se tenait à l'entrée principale du domaine de Blackstone et attendait. Elle était là depuis avant le lever du soleil, incapable de dormir, ne voulant pas dormir. 10 ans. Elle avait attendu 10 ans pour ce moment, le moment de voir son frère vivant, respirant, debout devant elle. La voiture noire roula lentement à travers les portes, se déplaçant le long de l'allée de gravier blanc qui serpentait entre les chênes centenaires. Wren sentit son cœur battre plus vite à chaque mètre qu'elle se rapprochait. La voiture s'arrêta. La porte s'ouvrit et Micah sortit. Il était plus mince qu'elle ne s'en souvenait, ses pommettes saillantes, ses yeux profondément enfoncés, ses cheveux longs et en désordre. 3 ans dans l'obscurité avaient creusé en lui des blessures qui ne guériraient peut-être jamais complètement. Mais ses yeux étaient toujours les yeux de Micah, les yeux de son frère,
Le même garçon de 14 ans dont elle s'était occupée après le départ de leur mère, le même jeune homme qu'elle avait cherché au cours des 3 dernières années. Ren, appela-t-il, sa voix rauque pour avoir passé trop de temps sans parler à personne. Ren ne courut pas dans ses bras comme on le fait dans les films. Elle marcha lentement, un pas à la fois, comme si elle avait peur que s'il bougeait trop vite, il disparaîtrait comme un rêve. Elle s'arrêta devant lui à seulement un pas, et ils se regardèrent. Pas de mots, pas d'explication, seulement le fait de l'existence de l'autre, et c'était suffisant. Ren leva une main et toucha l'épaule de Micah, sentant l'os pointu sous le tissu fin de sa chemise, sentant la chaleur de son corps. Il était réel, il était vivant, il était là. Puis Micah la prit dans ses bras et Ren le serra en retour. Pour la première fois en 3 ans, elle tenait à nouveau son frère. Pour la première fois en 10 ans, elle sentit que sa famille n'était plus brisée. Fait, dit Micah, sa voix s'étranglant. Papa serait fier de toi. Ren ne répondit pas. Elle le serra seulement plus fort, comme si elle avait peur que s'il lâchait, il disparaîtrait à nouveau. Je suis désolé, dit Micah. Je suis désolé d'avoir disparu. Je pensais que je pourrais trouver la vérité par moi-même, venger papa par moi-même. Je ne pensais pas qu'il m'attraperait. Je ne pensais pas que tu devrais attendre aussi longtemps. Arrête, dit Ren, mais sa voix était douce. Tu es en vie. C'est suffisant. Et ils restèrent là dans les bras l'un de l'autre, pendant un long moment, sous la pâle lumière du matin, sur les vastes terres du domaine de Blackstone. Finalement, ils se lâchèrent, et Ren regarda son frère avec de nouveaux yeux. Ashton avait tout préparé pour Micah, un nouvel appartement dans une autre ville, une nouvelle identité, assez d'argent pour qu'il puisse recommencer. Micah pouvait aller n'importe où, faire n'importe quoi. Il était libre. Pourquoi nous aide-t-il? Demanda Micah, jetant un coup d'œil vers le manoir où Ashton se trouvait quelque part à l'intérieur. Ren resta silencieuse. Elle n'était pas sûre de la réponse non plus. Elle ne savait pas pourquoi Ashton Graves, le chef de la mafia froid et impitoyable, les avait autant aidés. Parce qu'un cheval s'était agenouillé devant elle, à cause d'un mouchoir il y a 15 ans, ou à cause de quelque chose d'autre qu'elle ne comprenait toujours pas. Ren accompagna son frère jusqu'à la voiture qui l'emmènerait au nouvel appartement où il commencerait une nouvelle vie, loin de New York, loin des souvenirs douloureux, loin de l'obscurité qui avait plané sur leur famille pendant 10 ans. « Tout ira bien pour moi, » dit Micah par la fenêtre ouverte de la voiture. « La question est, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? » Ren ne répondit pas. Elle resta simplement là, regardant la voiture rouler lentement à travers les portes et disparaître au-delà des rangées de chaînes centenaires. Et pour la première fois en 10 ans, elle ne savait pas quoi faire. Se venger? Fait. Retrouver son frère? Fait. Laver le nom de son père? Fait. Pendant 10 ans, elle avait vécu pour ses objectifs, s'était réveillée chaque matin avec eux en tête, s'était endormie chaque nuit avec eux dans son cœur. Maintenant, ils étaient terminés. Qui était-elle quand elle n'avait plus à se battre? Que voulait-elle quand elle n'avait plus à chercher? Où irait-elle quand il n'y aurait plus de cible devant elle? Ren se tenait là, seule sur les vastes terres du domaine de Blackstone, avec des questions sans réponse. Cet après-midi-là, Ren se tenait dans l'écurie à côté de Phantom, sa main passant doucement dans l'épaisse crinière noire du cheval. La lumière tardive du soleil filtrait à travers les étroites lades de bois, peignant des traînées d'or et d'ambre sur le sol couvert de paille, et créant une scène si chaude et paisible qu'elle n'aurait jamais imaginé la voir un jour. Phantom se tenait immobile, ses yeux sombres fermés, comme s'il savourait sa présence, sa respiration lente et calme. Elle ne savait pas si ce serait la dernière fois qu'elle se tenait ici ou simplement un autre après-midi ordinaire. Elle ne savait pas où elle irait après avoir quitté le domaine de Blackstone, ni même si elle voulait partir. Des bruits de pas retentirent derrière elle, lents et mesurés sur le plancher en bois de l'écurie. Ren n'eut pas besoin de se retourner pour savoir de qui il s'agissait. Elle avait appris à reconnaître ses pas, comment l'air changeait quand il entrait dans une pièce, comment son cœur commençait à battre plus vite, même si elle ne voulait pas l'admettre. « Votre frère est installé, » dit Ashton, sa voix basse et posée comme toujours. « Je sais, » répondit Ren, toujours sans se retourner. « Je l'ai vu ce matin. » Le silence suivit. Phantom émit un léger reniflement et pressa sa tête contre l'épaule de Ren, comme s'il ne voulait pas qu'elle parte, comme s'il pouvait sentir que quelque chose dans l'air changeait. Ashton s'avança plus loin dans l'écurie
et s'arrêta à quelques pas d'elle. Ren le regarda par-dessus son épaule et réalisa qu'il ne portait pas son costume noir habituel, juste une chemise blanche, les manches retroussées jusqu'au coude, ses cheveux légèrement en désordre à cause du vent. Pour la première fois, il ressemblait à un homme ordinaire, pas à l'architecte froid, pas au puissant chef de la mafia, juste un homme debout dans une écurie, regardant une femme à qui il ne savait pas comment parler. Alors, vous partez, dit-il. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Ren se tourna pour lui faire face, ses yeux rencontrant ses yeux gris cendre. Je ne vous appartiens pas, dit-elle. Je sais, répondit-il, sa voix illisible, bien que ses yeux ne le fussent pas. Vous n'appartenez à personne. Ren s'approcha et s'arrêta à seulement un pas de lui. Elle pouvait sentir le bois de santal et le cuir sur lui, pouvait voir la légère cicatrice courant de sa tempe à sa pommette, pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps. Le mouchoir, dit-elle. Je pensais l'avoir perdu il y a longtemps. Ashton ne fut pas surpris. Il savait qu'elle l'avait deviné, peut-être depuis longtemps, peut-être depuis le moment où elle avait vu la façon dont son regard avait changé après cette nuit. Le voulez-vous en retour? Demanda-t-il. Non, elle secoua la tête. Je voulais juste savoir, l'avez-vous gardé parce qu'il comptait ou parce que vous ne saviez pas où le mettre d'autre? Ashton la regarda longuement, et pour la première fois, Ren vit qu'il n'avait pas de réponse calculée en attente. Pas de stratégie, pas de but caché, seulement la vérité, nue et sans défense. Parce que la pire nuit de ma vie, dit-il lentement, chaque mot sonnant comme s'il apprenait à parler honnêtement, quelqu'un était là. Il marqua une pause comme s'il cherchait les bons mots, ne m'a pas posé de questions, ne m'a pas plaint, s'est juste tenu là et m'a donné ce dont j'avais besoin sans rien demander en retour. Pendant 15 ans, j'ai gardé ce mouchoir parce que c'était la seule chose de cette nuit qui n'était pas tachée de sang. C'était la preuve que même en enfer, il y avait encore quelqu'un de gentil. Ren ne dit rien. Elle se retourna et regarda par l'entrée de l'écurie, où la lumière du soleil déclinant cédait lentement la place à l'obscurité du soir. « Je ne resterai pas parce que vous m'avez protégé, dit-elle. Je n'ai pas besoin de protection. Je sais, répondit Ashton. Je ne resterai pas parce que vous avez sauvé mon frère, continua-t-elle. C'est une dette et je la rembourserai. Je ne vous le demande pas. Ren se retourna à nouveau et le regarda droit dans les yeux. Je sais, dit-elle. C'est pourquoi j'envisage de rester. Phantom laissa échapper un appel bas, pas un avertissement comme avant, mais quelque chose qui ressemblait presque à un rire, comme si le cheval regardait les deux personnes les plus têtues qu'il ait jamais connues commencer enfin à se dire la vérité. Ashton ne sourit pas, mais ses yeux, pour la première fois depuis que Ren l'avait rencontré, n'étaient plus froids comme la glace. Il y avait quelque chose de plus chaud en eux maintenant, quelque chose de vivant. Ren passa devant lui en direction de la porte de l'écurie. Son épaule frôla la sienne en passant, léger mais délibéré, assez pour qu'ils sachent tous les deux que ce n'était pas un accident. « J'ai besoin de temps, dit-elle sans se retourner, pour comprendre ce que je veux, pas à cause de vous, pas à cause de quelqu'un d'autre, à cause de moi. » « Je comprends, répondit Ashton, sa voix plus basse et plus chaude qu'elle ne l'avait jamais entendue. Ren continua de marcher hors de l'écurie et dans la lumière du soir déclinant. Elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait qu'il la regardait partir et elle savait que peu importe où elle irait, peu importe le temps que cela prendrait, il serait toujours là à son retour. Ren monta dans la voiture, ferma la porte et ne regarda pas en arrière. Elle n'avait pas besoin de regarder pour savoir qu'Ashton se tenait à la porte de l'écurie, Phantom à ses côtés, les deux la regardant comme des statues de pierre sous la lumière déclinante du crépuscule. La voiture passa les portes du domaine de Blackstone, le long de la route de gravier blanc, sous les chaînes centenaires qui avaient été témoins de tant de secrets cachés sur cette terre, et il était toujours là, regardant jusqu'à ce que la voiture disparaisse complètement au dernier virage. Le premier jour, Ren aida Micah à s'installer dans son nouvel appartement dans une autre ville, un endroit où personne ne savait qui ils étaient, où le passé ne pouvait pas les rattraper. Il était en sécurité. Il avait un avenir. C'était suffisant. « Où iras-tu » demanda Micah alors que Ren se préparait à partir. « Je ne sais pas encore » répondit honnêtement Ren. « Pour la première fois de ma vie, je ne sais pas. » Le deuxième jour, Ren se tenait au milieu de Manhattan, regardant les gens passer devant elle comme des fourmis, occupées par leur vie affairée. 10 ans. Pendant 10 ans, elle n'avait fait que courir. Courir du passé.
Courir vers un but. Courir parce que si elle s'arrêtait, elle devrait affronter la douleur. Maintenant, il n'y avait plus rien vers quoi courir. Elle pouvait aller n'importe où, faire n'importe quoi. Elle était libre, mais la liberté avait un goût étrange. Elle n'y était pas habituée. Elle avait vécu dans une cage si longtemps qu'elle avait oublié comment voler. Le troisième jour, Ren se tenait sous la tour Obsidian et leva les yeux vers le 88e étage où tout avait commencé. Pas là. C'était le monde de l'enchère noire, de Preston Whitmore, du passé qu'elle devait laisser derrière elle. Elle secoua la tête et se détourna. Puis elle s'arrêta et réfléchit à l'endroit où elle voulait vraiment aller, pas où elle devait aller, pas où quelqu'un lui disait d'aller, mais où elle voulait être. Elle sortit de la ville en voiture, 45 minutes. La route familière. Des chênes centenaires apparurent des deux côtés. Le manoir de pierre grise se dressant devant. L'écurie de bois et de pierre attendant au-delà. Elle arrêta la voiture devant les portes du domaine de Blackstone et resta assise là un long moment, les mains posées sur le volant, regardant les terres qui étaient devenues sa maison au cours de ces semaines. Pour la première fois de sa vie, elle se demanda « Si je pouvais choisir n'importe quel endroit, où voudrais-je être ?» Elle sortit de la voiture, se dirigea vers l'écurie, ses pas fermes sur le chemin de gravier blanc qu'elle avait traversé tant de fois auparavant. Phantom était là, debout juste à l'entrée de l'écurie, comme s'il avait su qu'elle reviendrait, comme s'il l'avait attendue depuis le moment où elle était partie. Et Ashton Graves, l'homme qui n'avait jamais attendu personne, l'homme qui contrôlait tout et ne laissait jamais rien hors de sa portée, se tenait à côté de son cheval, attendant. Ren s'arrêta à quelques pas, ses yeux rencontrant ses yeux gris cendre dans la lumière dorée de la fin d'après-midi. « Je ne suis pas revenu pour vous, dit-elle. « Je sais, répondit-il. Je suis revenu parce que pour la première fois de ma vie, il y a un endroit où je veux être, dit-elle, au lieu d'un endroit où j'ai été poussé. » Ashton ne dit rien. Il s'écarta simplement, lui faisant de la place pour entrer dans l'écurie. Pas de possession, pas de contrôle, pas de demande, juste une porte ouverte et le choix entièrement sien. Ren passa devant lui, entra dans l'écurie et posa sa main sur le cou de Phantom. Le cheval ferma les yeux, sa respiration lente et paisible, comme s'il avait lui aussi attendu ce moment. Ashton se tenait derrière elle, ne s'approchant pas, ne parlant pas, juste là, de la même manière qu'elle avait été là pour lui, 15 ans plus tôt, dans la nuit la plus sombre de sa vie. Certaines histoires se terminent par un baiser au coucher du soleil. Celle-ci non. Elle s'est terminée avec une fille debout dans une écurie à côté de la créature qu'il avait choisie, avant même qu'elle ne sache qu'elle était digne d'être choisie. Et un homme debout derrière elle, ne la possédant pas, ne la contrôlant pas, juste là, de la même manière qu'elle avait été là pour lui 15 ans plus tôt, dans sa nuit la plus sombre. Et pour la première fois en 10 ans, Ren Calloway ne courait plus. Merci à tous d'avoir écouté l'histoire d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié les histoires de mystère, de pouvoir et d'amour prédestinées comme celle-ci, veuillez appuyer sur le bouton J'aime pour soutenir notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo captivante chaque jour. Et si vous avez un ami qui aime les drames autant que vous, partagez cette vidéo avec lui sans tarder. Comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Pensez-vous que Ren a pris la bonne décision? Où voulez-vous voir Ashton et Ren aller à partir de maintenant? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous serions vraiment ravis d'entendre ce que vos cœurs ont à dire. Chaque commentaire que vous laissez est une grande source d'encouragement qui nous aide à continuer de créer des histoires encore meilleures. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix chaque jour. Au revoir pour l'instant et nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.